légumes secs. Alors, du coup, pour commencer, juste, vous pouvez regarder les plats préférés, où vous voyez du coup de différents plats qui utilisent des légumes secs, avec les plats typiquement franco-français, cassoulet, petit salé, avec de la viande, des petites choses apéro, des tartinades, des houmous, des solutions cœur de repas avec de la cuisine du monde, type couscous, chili, des cols ou cime carné, purée de pot cassé, des dalles indiens, et puis des petites galettes de lentilles. Voilà, j'espère que ça vous donne envie. Alors, la question c'est pourquoi faudrait-il manger moins de viande? Parce que c'est vrai qu'on entend tous dire qu'il faudrait qu'on diminue notre consommation de viande, et puis que les légumineuses, les légumes secs sont hyper intéressantes pour la santé et l'environnement, mais on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants de ces problématiques, et effectivement parce qu'elles sont complexes. Alors effectivement, c'est complexe de se repérer parmi tous les discours ambiants. Alors vous avez les vidéos chocs des associations de protection des animaux, les discours des militants véganes, végétariens, puis de l'autre côté, il y a les discours des lobbies de la viande, les infos des scientifiques du climat ou de la médecine. Bref, c'est un peu compliqué. C'est aussi compliqué de changer nos habitudes culinaires culturelles, parce qu'en France, on est le pays de la gastronomie où la viande et le poisson ont la meilleure place. On n'a pas du tout une culture de légumes secs. Et on pense nos menus avec les viandes poissons qui occupent une place centrale dans nos assiettes. Dans les restaurants, on vous demande qu'est-ce que vous allez prendre comme viande, et puis on choisit pas ces légumes. Voilà. Donc nos objectifs, c'est d'essayer de vous donner l'information la plus juste et fiable possible. On a plutôt une position modérée sur la viande, parce que les extrêmes sont jamais très bons. Donc on continue de manger de la viande parce qu'on aime ça aussi, et même si on essaye de réduire sa place, on pas de jugement, on essaie d'avoir des discours positifs et de faciliter une transition pas à pas, parce que la transition alimentaire, c'est une histoire de mois, voire d'années. Et on essaye d'avoir des discours valorisant les légumes secs, en particulier avec les enfants. Voilà, en tout cas, merci pour votre participation et vos retours. Alors nous voilà à notre 4e mois et dans notre programme enfant, ils découvrent des légumes secs. Donc les cycles 1, ils découvrent les super-héros, Bertie la lentille, Hervé le pot cassé, Marco le haricot et Ulrich le pois chiche, et ils font un concert avec des maracas de légumes secs. En cycle 2, ils découvrent que ce sont des graines germées et ils découvrent que les légumes secs sont une super culture grâce à une histoire interactive entre des lentilles, des gentils, bactéries et du blé. Et puis les cycles 3, ils augmentent leur connaissance en jouant au grand jeu du Jeopardy. Et tous les cycles découvrent une recette de lentilles, de légumes secs. Là, vous avez le grand jeu du Jeopardy où du coup, vous découvrez la cuisine du monde, des questions qui suis-je, des questions culture générale, des questions sur est-ce qu'il faut faire tremper les légumes secs, ou des questions vraies ou faux. Et les objectifs des ateliers enfants sont toujours de familiariser les enfants avec les légumes secs, avec des activités toujours positives, d'augmenter leurs connaissances et puis de leur faire goûter une recette pour qu'ils aient envie d'en manger. Alors, du coup, un peu l'agenda. On va essayer de planter les grands enjeux de la consommation de viande et des légumes secs, et surtout de donner des clés concrètes pour notre quotidien, parce que voilà, le but c'est de cuisiner chaque jour. Alors, on va pas mal parler des protéines, et donc juste un petit rappel de nutrition. Les aliments sont composés de glucides, de lipides, de protéines, et puis de vitamines et de minéraux. Et donc, on voit qu'on trouve un peu des protéines un peu partout. Alors, les glucides ont un rôle d'énergie, et puis les fibres en particulier un rôle de protection. Les vitamines et les minéraux, fonctionnement et protection aussi. Et les protéines, construction et entretien de nos cellules. Et si on fait un focus sur les protéines, on les trouve soit dans deux sources, les animaux et les végétaux. Et donc dans les animaux,
On va en trouver dans les viandes, les volailles, la charcuterie, poissons, œufs, abats et tous les produits laitiers. Et puis les protéines végétales dans les légumes secs, les produits céréaliers et les graines et les fruits à coque dans des quantités non négligeables. Alors, au niveau de nos représentations, voilà, ce qu'on dit reflète consciemment ou inconsciemment nos représentations, et nos représentations nous viennent des messages qu'on a reçus enfant, de comment et où on a grandi, de l'environnement dans lequel on vit, des personnes qu'on fréquente, de tous les messages qu'on reçoit des médias, etc. Et puis, nos émotions, ça peut aussi monter quand on pense à quelque chose ou à une situation. Et donc, on vous propose de vous interroger sur les représentations que vous avez de la viande d'un côté et des légumes secs de l'autre, ou alors de vos émotions qui vous viennent quand on pense à ces deux aliments. Alors, vous pouvez juste prendre 1 ou 2 minutes pour essayer de noter, côté viande et côté légumes secs, les avantages et les inconvénients, ou les représentations positives ou négatives que vous avez de chaque catégorie. Alors voici les mots qui viennent quand on interroge les personnes, soit dans nos conférences, soit dans les choses qu'on peut lire. Donc la viande, ça a du goût, ça donne du goût pour cuisiner. Ça fait partie du cœur du repas. Voilà. Au restaurant, on vous demande qu'est-ce que vous voulez comme viande ou poisson en accompagnement de vos petits légumes de saison. Au contraire, on vous commande la pièce de viande et puis parfois on ne choisit pas ses légumes. Quand on réfléchit à ces menus, on peut penser d'abord viande ou poisson. Les richesses, plats de fête, plats du dimanche. À l'époque, vraiment, c'était les gens riches qui mangeaient de la viande. La force, le côté rouge. Les bonnes protéines qui sont complètes et bien assimilées. Les côtés négatifs de la viande, le goût. Voilà, il y en a qui n'aiment pas le goût de la viande. Ça peut être plus lourd à digérer. C'est cher. Forcément, ça implique la mort et parfois la maltraitance des animaux. Au côté conservation, c'est un produit sensible qui est conservé au frais, donc du coup ça peut poser problème dans les pays qui n'ont pas les infrastructures adéquates, les crises sanitaires relatives à la viande, et puis l'impact qui est négatif sur l'environnement. Côté légumes secs, ils sont bons pour la santé et l'agriculture, ils sont bon marché. C'est pratique puisqu'ils peuvent se stocker à température ambiante, ils sont rassasiants, et puis les cuisines du monde voilà, nous fait voyager avec les bonnes épices. Côté négatif, c'est considéré comme la nourriture du pauvre, des plats un peu roboratifs qui peuvent entraîner des flatulences, qui sont longs à cuisiner si on les prend secs, et puis des protéines qui sont non complètes à la différence de la viande. Alors, c'est quoi le problème de cette consommation de viande et ce serait quoi les bénéfices à réduire notre consommation de viande? Alors, on a listé quatre arguments. Déjà, pour une consommation soutenable mondialement. D'autre part, pour diminuer l'impact sur l'environnement. 3, pour améliorer le bien-être animal. Et puis 4, pour une meilleure santé. Alors, pour la consommation soutenable, on va reprendre quelques questions de nos caouts et on vous laisse réfléchir. D'abord, quelques grands chiffres. L'empreinte carbone d'un Français moyen est de en tonnes de CO2. Alors, inférieur à 5, entre 5 et 9, entre 9 et 11, supérieur à 11 tonnes de CO2. La réponse est à peu près entre 9 et 11, à peu près, soit 10, soit 9 selon les calculs. Deuxième question. La part la plus importante de l'empreinte carbone d'un Français moyen vient de alimentation, du logement, du transport ou des biens de consommation. Ça vient de l'alimentation. Et donc, si on regarde après, l'alimentation représente effectivement 24% des émissions de gaz à effet de serre de l'empreinte des Français. Voilà, c'est un autre résultat qui vient de l'ADEME et qui corrobore les résultats de la fresque du climat.
Troisième question. Un Français consomme en moyenne de chair animale par jour. 100 grammes, 150 grammes, 230 grammes, 340 grammes. Donc là, la chair animale sans les œufs. C'est 230 grammes, la bonne réponse, ce qui correspond du coup à 85 kg par an. Alors ça diminue depuis 2 ans en France. Question 4. Un Français moyen consomme 85 kg de chair animale par an, mais combien consomme-t-il de légumes secs? 4 propositions. 28 kg, 18 kg, 5 kg, moins de 2 kg. Et c'est effectivement moins de 2 kg par an. C'est très peu. Maintenant, si on revient au niveau de l'empreinte carbone, dans l'empreinte carbone de l'alimentation, la part des produits animaux, tous les produits animaux, viande, poisson, œufs, produits laitiers, représente moins de 30% de l'empreinte carbone, entre 30 et 50%, entre 50 et 70%, plus de 70%. Et donc c'est bien supérieur à 70%. Et là, vous avez 2 études qui montrent aussi ces chiffres-là. Les données de 2 tonnes, si on somme œufs et laitiers et produits laitiers et viande et poissons, ça représente 73%. Et une autre source, le réseau climat, mais c'est la même ordre de grandeur, donne à peu près 67%. Donc ça dépend des modes de production, et puis on va le revoir. Mais globalement, notre consommation de viande joue un rôle très important dans l'atteinte de nos 2 tonnes individuelles. Vous savez que là, pour l'instant, on est à 10 tonnes. Un Français moyen est à 10 tonnes de CO2, et pour atteindre la neutralité carbone, d'ici 2050, il faudrait avoir un bilan moyen de 2 tonnes. Donc pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, les Français moyens devraient passer de 10 à 2 tonnes, c'est-à-dire diviser par 5 leur empreinte carbone. Alors, petit retour en arrière pour bien comprendre la situation globale dans laquelle on se trouve, et puis pour la relire avec la clé de l'histoire, comment a évolué notre alimentation au cours des années. Alors au 19e siècle, on a une alimentation plutôt locale, plutôt monotone, riche en végétaux et riche en aliments peu raffinés et peu transformés. Au 20e siècle, notre alimentation s'est mondialisée, du coup diversifiée, avec les avantages que ça occasionne, de pouvoir découvrir des produits exotiques. La sécurité sanitaire a largement augmenté. On a un régime beaucoup plus riche en produits animaux, beaucoup plus riche en aliments très caloriques, gras et sucrés, et riche en aliments ultra transformés. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cette image, c'est un dessin connu quand on parle des transitions alimentaires. Alors, voyons maintenant ce qu'on mange en fonction de la richesse de son pays. Donc là, vous avez la structure de l'alimentation en fonction du PIB, un indicateur discutable, mais pour l'instant en vigueur. Du coup, quand on est un pays à faible PIB, on a la majorité de notre alimentation et de notre énergie qui vient des glucides complexes, c'est-à-dire des céréales et des légumes secs. Une petite partie du gras, les lipides, un peu de sucre, et puis dans le ratio protéines animales, protéines végétales, beaucoup plus de protéines végétales. Un pays à haut PIB, lui, du coup ça s'inverse, beaucoup moins de glucides complexes, beaucoup plus de lipides et de sucre, et le rapport protéines animales végétales s'inverse, beaucoup plus de protéines animales. Et donc maintenant, si on met en face le nombre de personnes qui est à ces PIB, en 1960, la population mondiale, il y avait 1,9 milliard d'habitants, et sur ces 2 milliards, 760 millions de personnes, c'est-à-dire 40% de la population mondiale, habitaient dans des pays à faible PIB. Okay. En 2007, sur les 6,4 milliards, la majorité des personnes, 60%, les 3,7 millions, habitaient dans des pays émergents avec un PIB moyen.
Donc, ça veut dire que la demande en gras, en sucre et en protéines animales augmente. Et c'est pas fini parce que cette augmentation du nombre de personnes continue. Aujourd'hui, on est 8 milliards et en 2050, on sera 10 milliards. Donc là, on voit que la consommation de viande dans les pays émergents a été multipliée par 4 entre 1961 et 2005 pour tous les produits animaux, et aussi les œufs, le lait. Et en gros, on peut retenir aussi, de tout temps, quand on devient riche, on rêve de manger comme les patrons. Et donc, les pays émergents commencent à manger comme les pays occidentaux, avec une ration beaucoup plus riche en protéines animales. Ce qui fait que demain, pour nourrir les 10 milliards d'habitants, il va falloir augmenter largement les calories, les protéines et la production agricole mondiale. Je vous invite à regarder une vidéo de Bruno Parmentier qui s'appelle Nourrir l'humanité, qui pose bien la problématique. Mais faut pas se stresser, c'est possible avec différents leviers. Si on augmente la fertilité de nos sols, et là il y a plein de choses à découvrir avec l'agroécologie durable qui permet d'avoir des super rendements. Si on augmente la productivité des pays tropicaux, qui peut être encore améliorée, si on gâche moins, parce qu'il y a 1/3 de la production mondiale qui est jetée, on l'a vu dans la dernière vidéo, et si on change de régime alimentaire, il faut quand même changer. Alors, qu'est-ce que cette surconsommation de produits animaux et de viande implique? Alors, qu'est-ce que cette surconsommation de produits animaux au niveau mondial implique? Quelques petites questions. Quel pourcentage, à votre avis, de la surface agricole utile mondiale, c'est-à-dire les terres arables et les pâtures, est utilisée pour l'élevage? Environ 30%, environ 45%, environ 60%, environ 75%. Et bien c'est environ 75%. Et même dans la slide suivante, on voit que 80% de la surface agricole est utilisée pour la production de viande et des produits laitiers. Donc en gros, c'est toutes les prairies et les cultures fourragères qui, elles, sont pour moitié et qui sont destinées à 100% aux animaux, et aussi la moitié de la surface qui est dédiée aux céréales, orge, maïs, grains, avoine, tous les coproduits et les sous-produits des filières oléagineuses comme les tourteaux, et puis certaines filières industrielles, le son de céréales, la pulpe de betterave. Tout ça, c'est la surface qui est utilisée pour nourrir les animaux. Alors, pourquoi cette utilisation très importante de terre? Alors, petit schéma très simple, on mange les animaux, donc c'est la chair des animaux, c'est les muscles des animaux. Et qu'est-ce que mangent les animaux pour fabriquer leurs muscles? Ils mangent des végétaux exclusivement pour les herbivores et puis un peu de tout pour les autres. On voit quelques aliments. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont un très faible rendement de transformation. C'est-à-dire que quand on donne 10 kg de nourriture à un bœuf, il va faire 1 kg de chair animale, donc de viande. Un bœuf va en faire 2 kg. Les volailles vont en faire 2-3 kg. Et les criquets, alors là, eux ont une efficacité extraordinaire. On va pas tous devenir insectivores, mais c'est juste pour voir la comparaison. Et en gros, du coup, on voit ce faible rendement de transformation est dû au métabolisme animal. Voilà, ils consomment de l'énergie pour vivre, pour digérer. Voilà. Les ruminants, ils sont pas très efficients, ils vont digérer plusieurs fois les aliments. Et puis, à la différence des légumes et des végétaux pour lesquels on consomme presque la partie entière, dans les animaux, il y a beaucoup de parties qui sont pas comestibles, les os, les tendons, les cartilages, et ça participe à ce faible rendement de transformation. Et donc là, on voit que si jamais les hommes mangent directement les céréales, on utiliserait des terres, on gagnerait des terres, et les céréales pourraient être utilisées exclusivement pour la nourriture humaine et pas pour l'alimentation animale. Et donc, par exemple, un bœuf est capable de faire 1500 repas. Les céréales et les légumineuses qui ont été élevées pour son élevage, elles auraient été capables de fournir 18 000 repas.
Alors, deuxièmement, qu'est-ce que toujours cette surconsommation implique? Ça a entraîné une intensification de l'élevage, c'est-à-dire une augmentation de la densité d'animaux par bâtiment, du coup une diminution du bien-être animal, des augmentations aussi des besoins en antibiotiques, puisque vous mettez plein de personnes ensemble, on voit bien avec le Covid, ça entraîne des maladies. Augmentation des rendements, donc la sélection génétique a sélectionné des races animales hyper productives, ça entraîne une diminution de la diversité génétique et du coup une diminution de la résilience face aux aléas qui peuvent arriver. Diminution du temps de vie aussi des animaux, par exemple dans le porc d'industrie vit 3 mois et demi, alors qu'en bio il vit au minimum 6 mois et ça peut aller jusqu'à 9 mois pour les élevages très extensifs. Ça peut aussi impliquer l'importation de la nourriture de l'étranger, etc. Alors, on entend dire qu'en France, 99% des lapins seraient en élevage intensif, 95% des cochons viendraient de l'élevage intensif, 90% des veaux, 82% des poulets de chair. Est-ce que vraiment l'élevage est intensif en France? Donc là, on voit sur ce graphique, en rouge, vous avez la part des exploitations en fonction de leur taille. Et donc, on voit qu'il y a 46% des exploitations qui sont plutôt petites, en élevage porcin, je parle, qui ont entre moins de 20 porcs. En revanche, si on se place du côté des porcs, 65% des porcs viennent d'exploitations de plus de 2000 porcs. Et donc, côté éleveur, on voit qu'il y a une majorité d'éleveurs de porcs qui ont des petites exploitations. En revanche, côté porc, la majorité des porcs disponibles sur le marché a été élevée dans des élevages intensifs. Ça veut dire qu'en gros, la viande de porc non labellisée, et puis notamment le jambon, lardon, ou tout ce qui est dans les plats préparés, en gros, ça viendra forcément d'élevage intensif. Qu'en est-il pour les poulets de chair? Donc là, on a une majorité d'exploitations, les 46% d'exploitations qui ont entre 2000 et 10 000 poulets de chair, ce qui fait déjà pas mal. Et la majorité des poulets, 38% des poulets viennent d'exploitations de plus de 50 000 poulets. Pour les poules, c'est à peu près pareil. Les poules pondeuses, une majorité ont des exploitations d'entre 2000 et 10 000 poules. Et par contre, 70% des poules pondeuses sont élevées dans des exploitations de plus de 50 000 poules. Ça veut dire que c'est pareil, tous les œufs qui sont utilisés dans les plats plutôt industriels, ça vient forcément de l'élevage intensif. Alors là, du coup, on a une petite infographie qui montre les impacts de l'élevage intensif. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, on peut commencer au milieu. On voit des animaux très concentrés dans des bâtiments ou dans des cages, parfois sans accès à l'extérieur pour les poules, les porcs, ce qui génère du coup des énormes quantités d'excréments qui doivent faire l'objet de traitements sur place. Ça peut entraîner du coup de la pollution de l'eau parce que les nutriments sont lessivés dans les sols et les eaux, notamment les nitrates, puisque les excréments sont très riches en matière azotée, ce qui est un avantage à petite échelle puisque les plantes en ont besoin. Mais ça peut entraîner des phénomènes d'eutrophisation. Vous savez, ces espèces qui prolifèrent au détriment des autres, et donc ça diminue la biodiversité, par exemple les algues vertes. Ces animaux, du coup, génèrent des énormes besoins en nourriture. Ces animaux sont nourris plutôt, du coup, avec des aliments produits sur un mode conventionnel, avec des grandes surfaces de monoculture, avec des cultures qui nécessitent beaucoup d'intrants, des engrais de synthèse et puis des pesticides, une mécanisation plus qui utilise des carburants fossiles. Du coup, ça génère des gaz à effet de serre. Et dans le pire des cas, cette alimentation peut être importée. Vous connaissez l'exemple des tourteaux de soja pour lesquels la forêt amazonienne est déforestée. Et du coup, les forêts, comme tous les végétaux, ce sont des puits de carbone puisqu'ils utilisent le CO2 pour leur photosynthèse. Et donc, quand on enlève des végétaux, on se coupe de notre capacité à stocker du carbone et ça en libère. Donc, en gros, tout ce système, entraîne des émissions de gaz à effet de serre avec le transport,
et la production de tout ça. Alors, du coup, quel va être l'impact sur le climat? Du coup, forcément, un impact négatif sur le changement climatique avec, du coup, le chiffre qu'on entend, l'élevage qui est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. C'était les données de la FAO en 2015, avec du méthane, du protoxyde d'azote et puis du CO2, et puis cette histoire de déstockage du carbone. Et donc là, sur ce schéma, on voit les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. C'est que l'agriculture, hein, avec le détail de ces 3 gaz à effet de serre. Le méthane en jaune, c'est le CH4, le protoxyde d'azote N2O en bleu, et puis en CO2, le CO2 en gris. Donc on voit que le méthane, c'est issu essentiellement de l'élevage. Vous savez, les fermentations entériques, les P des vaches, et les déjections, ça compte pour 44% du total. Et le protoxyde d'azote, dû aux engrais azotés, pour 34%. Et ces gaz, le méthane et le protoxyde d'azote, sont des gaz largement plus puissants que le CO2 pour l'effet de serre. Voilà, alors ça c'est que l'agriculture. Hein. Et on voit aussi que les émissions indirectes ne sont pas neutres, notamment à cause de la fabrication des engrais azotés et des autres fertilisants et des pesticides. C'est en dessous du schéma. Donc voilà, pour finir sur l'impact sur l'environnement, du coup c'est ça qui entraîne que l'empreinte écologique, on dit qu'elle est 5 à 12 fois plus importante pour les protéines animales par rapport aux protéines végétales, à cause des gaz à effet de serre, de la pollution des sols et des eaux, qui nécessite du coup de retraiter ces sols et cette eau, et sans compter la perte de la biodiversité. Voilà, alors tous les modes de production ne se valent pas, et c'est ce qu'on va voir. Du coup, qu'est-ce que ça serait une viande durable? Donc là, à l'inverse, vous avez l'infographie de l'élevage durable. Donc en fait, c'est un peu l'inverse. Du coup, vous avez des animaux qui sont moins nombreux, qui ont accès à l'herbe pour les herbivores et à l'extérieur pour les autres. Donc ça augmente le bien-être animal. Du coup, plus de respect des sols et des eaux. Ils sont nourris avec des cultures diversifiées et puis une nourriture plutôt française et on limite le déstockage de carbone. Donc si on se liste un petit peu les différents critères d'un élevage durable, ça serait un élevage le plus extensif possible avec des troupeaux plus petits, des races rustiques et locales qui sont adaptées au climat et du coup qui n'ont pas forcément besoin de médicaments qui savent, qui sont adaptés à l'alimentation qu'on leur donne. Évidemment du plein air. Au niveau de l'alimentation, une alimentation française, idéalement produite sur place au niveau de l'exploitation, un maximum d'herbes pour les herbivores, et puis une nourriture non OGM, ce qui n'est pas le cas. Seul le cahier des charges bio oblige à une alimentation non OGM. C'est interdit pour les humains, mais ça peut être le cas pour les animaux. Des temps de vie élevés. Et du coup, on a des animaux qui sont intégrés dans le cycle de la ferme, dans des systèmes de polyculture élevage, où les animaux, en broutant les prairies, comme pour les herbivores, vont entretenir les prairies, vont les fertiliser. On va utiliser les excréments pour fertiliser les autres cultures. Ils consomment les cultures qui peuvent être produites sur la ferme. Et puis aussi, ce qui est durable, c'est que on va tout consommer dans la partie des bêtes. On ne va pas juste consommer ce qui est utilisé pour faire du jambon ou des lardons, par exemple, pour le porc. Donc l'élevage a ses bénéfices si il est utilisé dans un système de polyculture élevage. Il fertilise les terres qui sont indispensables en agriculture bio, vu qu'on ne met pas forcément d'engrais beaucoup d'intrants. Ça maintient des prairies qui rend de nombreux services écosystémiques en stockant le carbone et puis en maintenant une biodiversité. Les animaux, quand même, consomment des aliments qui sont non consommables par l'homme, de l'herbe notamment, et puis les coproduits de culture utilisés pour l'alimentation humaine. Et ça permet de maintenir le métier d'éleveur qui est important en France. Alors, dans l'élevage durable, on regarde juste cette petite infographie et on voit ici les légumineuses françaises. Alors, on va parler des bienfaits des légumineuses dans l'agriculture.
Il se trouve que ce sont des cultures qui ont une grande variabilité génétique. Ça veut dire qu'on peut développer des variétés plus résilientes face au climat. Ils ont une faible empreinte hydrique, donc c'est-à-dire, c'est intéressant, pas besoin de beaucoup de les arroser. Et, très intéressant, ils ont une capacité à fixer l'azote de l'air. Alors ça, ce sont les seules plantes, en fait, qui sont capables, avec l'aide de bactéries qui sont dans les racines et qui vivent en symbiose avec elles, qui sont capables de prendre le diazote de l'air. Il se trouve que les plantes, naturellement, aucune plante ne sait utiliser le diazote de l'air, alors que ça c'est 80% de la consommation, de la composition de l'air. Mais ces bactéries peuvent le faire. Elles transforment le diazote de l'air et la redonnent à la plante sous une forme qui la plante est capable d'assimiler. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'apporter des engrais azotés aux légumineuses, alors que les autres plantes en ont besoin, puisque les plantes ont vraiment beaucoup besoin d'azote. Et en plus, elles peuvent devenir un engrais vert pour la culture suivante dans les rotations des cultures, c'est-à-dire qu'à la récolte, les agriculteurs peuvent remettre les tiges et les feuilles coupées au niveau du sol, ça se décompose, et en se décomposant, l'azote va rester dans l'air, et ensuite, quand on replante du blé derrière, on n'aura pas besoin d'apporter de l'engrais azoté. Donc là, c'était la fameuse histoire du cycle 2 pour les CP et CE2, où on leur racontait l'histoire des lentilles, des gentilles bactéries et du blé. Alors maintenant, la question, c'est comment trouver cette viande qui serait, entre guillemets, bien élevée. Alors déjà, juste quelques commentaires. Voilà, on vous incite à faire preuve de bon sens et puis à toujours s'interroger sur ce qu'on achète. Voilà, discuter avec le vendeur et le producteur. Rien ne peut remplacer la relation directe avec le producteur. En échangeant, on comprend vite les contraintes, ce qui est appliqué. Il y a beaucoup maintenant de fermes qui font des portes ouvertes. Voilà, et alors on comprend bien aussi que c'est pas forcément possible d'aller faire toutes les portes ouvertes, mais sinon on peut déléguer sa confiance à des personnes ou des structures qui nous en semblent dignes, comme des AMAP, des associations, des magasins de producteurs, des magasins bio, tout en restant un consommateur vigilant parce que voilà, on reste critique. Et on va voir l'intérêt des labels. Alors donc là, c'est une étude qui a qui a comparé différents modes d'élevage selon différents critères et qui les a notés avec le critère du changement climatique, de la biodiversité, de l'eutrophisation, cette prolifération due au lessivage des nutriments, pesticides et puis bien-être animal. Et donc là, en gros, globalement, les animaux bio arrivent souvent en première position. Ensuite, vous pouvez avoir soit le bœuf français nourri à l'herbe, soit le bœuf ou le porc label rouge. Et pour les poulets, poulets de chair bio, label rouge, et puis la filière bleu blanc cœur, qui est une filière qui donne à manger plutôt des oméga 3 et qui augmente la qualité de la viande. Et puis pour les œufs, pareil, les œufs bio, les œufs label rouge et puis les œufs français. Et vous savez qu'on peut retrouver l'information avec le code qui est écrit sur l'œuf, soit 0 ou 1, ou 2 ou 3. Et donc, le 2, ça va être un élevage au sol très intensif. Donc, les poules sont élevées en intérieur, mais sans cage. Elles vont avoir... voilà, une poule va avoir moins de 2 feuilles à 4 par poule, pas de sortie à l'extérieur, pas de lumière du jour. Le 3, là c'est un élevage très intensif en cage. Il y a une feuille à 4 par poule, pas de sortie à l'extérieur, pas de lumière du jour. Et donc en gros, mieux vaut privilégier des œufs 0 ou 1, où là vous avez à peu près la même qualité. Elles ont entre 2 et 3 feuilles à 4 par poule. Elles ont un accès à l'extérieur. Et ça diffère selon les labels. Elles ont la lumière du jour. Et le chiffre 0, c'est les mêmes conditions d'élevage, mais elles sont nourries avec une alimentation bio. Alors vous allez me dire, mais c'est juste hors budget. Alors c'est pour ça que on entend moins mais mieux.
Et donc là, c'est une étude qui a essayé de chiffrer le prix d'un panier flexitarien. Qu'est-ce que c'est un panier flexitarien? Ça serait un panier où on aurait beaucoup plus de fruits et légumes par rapport à un panier standard, plus de légumineuses, tous les légumes secs, plus de céréales complètes, et on diminue les boissons sucrées, les poissons sauvages et la viande, et moins de produits transformés. Et donc, une assiette flexitarienne, c'est à peu près 2 tiers de protéines végétales et puis 1 tiers de protéines animales. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau du budget? Le passage d'un panier actuel à un panier flexitarien diminue de 22% le prix du panier. Ensuite, et au niveau de l'empreinte carbone, ça diminue de 36% les émissions de CO2. Et ensuite, si vous prenez un panier végétarien ou un panier végétalien, ça diminue encore le coût et au niveau de l'impact carbone, évidemment, le panier végétalien est le plus faible. Voilà. Et donc, au niveau du prix, le panier flexitarien, c'est 22% moins cher que le standard. Et cette baisse de coût, on pourrait la réintégrer et introduire 50% de produits labellisés, ce qu'on voyait dans le schéma juste avant, et ça permet d'avoir le même coût qu'un panier actuel, mais vous avez plus de produits de qualité. Donc ça, c'est une clé de lecture. Et ensuite, au niveau du prix, alors, c'est quoi le prix de l'alimentation? Au niveau des... Déjà, on peut faire des économies. Vous avez vu, moins de viande, moins de produits préparés. Et aussi, on peut se poser la question de la priorisation du budget alimentaire. En 1960, les Français mettaient 35% de leur budget dans l'alimentation, contre 20% en 2014. Alors maintenant, c'est à peu près 17%. Alors déjà, on est plus que d'autres pays, hein. C'est 7% aux États-Unis. Et donc pourquoi? Déjà, les autres postes du budget ont augmenté, hein. Le logement, les loisirs, les prix de certains ustensiles IFI, et aussi car le prix de l'alimentation a diminué. Et alors ça serait quoi le juste prix? Est-ce que vraiment on paye le juste prix des aliments? En gros, quand les prix de l'alimentation sont bas, il faut toujours se poser la question, il y a toujours un petit quelque chose qui va pas, soit ça va être le producteur qui va être mal rémunéré, soit en fait on se rend compte que le prix des aliments ne tient pas compte des externalités négatives que ce système a généré, c'est-à-dire qu'on ne prend pas compte de la pollution de l'eau et du traitement de cette pollution, du coût de la biodiversité qui diminue, du coût de notre santé. Et donc en gros, on ne voit pas le prix des aliments est faible, mais ça n'intègre pas les autres coûts, et en fait on les paye du coup autre part. On va les payer en coûts de sécurité sociale ou en autres coûts de traitement. Et en fait, on nous a habitués à avoir un faible prix des aliments, alors ce qui, d'un côté, a permis du coup plus de progrès, plus de pouvoir d'achat, mais maintenant on se retrouve à ne plus savoir combien coûte vraiment un aliment. Et voilà, on pose aussi la question de quel prix je donne à ma santé, quel prix je donne à la protection de l'environnement. Et il y a des phrases de Bruno Parmentier qu'on aime bien. Voilà, derrière l'acte de manger, il y a bien plus que des calories et des euros. Et puis, il est urgent de passer plus de temps et d'argent à une activité fondamentale qui est le bien manger. Alors, et concrètement, après, on fait quoi? Donc, au niveau des recours concrets, déjà, on préconise toujours pas à pas une transition, changer ses habitudes alimentaires, ça peut prendre du temps. Et donc, y aller pas à pas, et puis progressivement, on peut du coup consommer les mêmes plats, mais avec des plus petites portions de viande. On peut consommer les mêmes plats sans viande. Vous savez, le chili sin carne ou le couscous sans viande qui passe très bien dans les plats de cantine, par exemple. Ensuite, on peut réduire sa consommation de viande issue d'élevage intensif, c'est-à-dire limiter les achats de plats préparés avec de la viande et du poisson, réfléchir à son lieu d'achat.
Et je mets entre parenthèses poisson puisque quand on dit vaudrait mieux réduire sa consommation de viande, il ne faudrait pas qu'on se mette à consommer plus de poisson puisque là c'est pareil, les ressources du poisson sont aussi limitées et ça peut occasionner d'autres soucis. Voilà, acheter de la viande issue d'élevage extensif ou avec des labels et puis manger plus de légumes secs et puis essayer de cuisiner plus végétarien. Et donc, en gros, les repas concrets, c'est à peu près il faudrait arriver à 100 grammes par jour de viande. Alors, si on regarde par exemple un exemple de semaine, on peut se dire que déjà, les soirs peuvent être végétariens, c'est-à-dire avec ou sans produits laitiers, avec ou sans œufs. Voilà. Et ensuite, les midis, on peut se dire qu'on peut faire 3 midis sans viande poisson, et puis 4 midis avec viande ou poisson. Et là, on varie les sources de viande. Et on peut se dire que la consommation de viande rouge pourrait être limitée à 1 fois par semaine, voire 1 fois tous les 15 jours. Et quand on dit viande rouge, du coup, c'est tout ce qui est bœuf, veau, porc, agneau, mouton, cheval. Voilà. Et puis aussi, du coup, limiter les produits avec des plats préparés. Puisqu'il y a souvent beaucoup de protéines animales dans les aliments ultra transformés. Et puis légumes secs, même le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, recommande d'en manger 2 fois par semaine. Et c'est vrai qu'en France, voilà, on n'a pas cette habitude de consommer des légumes secs, mais on va voir comment on peut faire. Alors, quand on regarde ces recommandations, est-ce qu'on ne risque pas de manquer de protéines? C'est souvent une question qui nous vient, et de façon toute légitime, quand on est parent, on a envie de bien nourrir nos enfants, et on nous dit souvent, est-ce que nos enfants ne vont pas manquer de protéines? Alors, aucun risque de carence en France, vraiment, vous pouvez en être certain. Les besoins physiologiques des protéines sont largement pourvus. On mange à peu près 2 fois les apports nutritionnels conseillés. Alors là, je ne parle pas des personnes âgées qui ont un métabolisme plus diminué, donc eux, il faut qu'ils continuent à manger des protéines, ou les végétaliens. Mais une population classique, enfants comme adultes, on en consomme 2 fois plus. D'autre part, les capacités d'adaptation de notre corps humain sont exceptionnelles, et c'est-à-dire que plus on va consommer de protéines, plus notre corps apprend à dégrader intensément les acides aminés. Et ça va être l'inverse si on a moins d'apports en protéines, et du coup, on va plus les conserver. Donc il faut toujours un petit temps d'adaptation, et ça va être pareil pour les légumes secs. Voilà. Et en France, du coup, c'est plutôt inquiétant, c'est plutôt des déficiences en fibres et en vitamines et minéraux qui est plutôt un problème. Alors, petit quand même vigilance à avoir par rapport au fer, surtout pour les femmes, puisque la viande est une bonne source de fer bien assimilable. Et donc, on peut aussi, il y en a aussi dans les sources végétales, et ça améliore l'assimilation quand on rajoute du citron, parce qu'il y a de la vitamine C. Voilà, vigilance aussi par rapport à la vitamine B12, qui est présente surtout dans les abats et puis dans les autres produits animaux. Mais donc, pour ceux qui se passent complètement des produits animaux, voilà, il faut une supplémentation à avoir en vitamine B12. Donc, déjà en France, pas de risque de carence. Et ensuite, on va voir que les protéines se complètent. C'est-à-dire que le constituant de base des protéines, ce sont les acides aminés, il y en a une vingtaine, et il y en a 8 qui sont essentiels. Ça veut dire qu'il y en a 8 qui ne sont pas synthétisables par l'homme, il faut qu'ils soient apportés par notre alimentation. Si on a un apport équilibré en protéines avec ces 8 acides aminés essentiels, notre synthèse protéique est optimale. Si en revanche, on a des protéines qui sont déficientes en un acide aminé, c'est-à-dire, voilà, on va avoir un acide aminé qui est très faiblement présent, et donc toute la synthèse protéique va être au niveau de cet acide aminé limitant. En revanche, si vous complémentez, si vous mangez une protéine avec un autre profil en acide aminé, eh ben, on peut retrouver la synthèse protéique optimale. Et en fait, c'est ce qui se passe dans ce que font les végétariens. Les légumes secs et les céréales se complètent, c'est-à-dire que les légumes secs ils vont être déficients en méthionine, un acide aminé, et les céréales et les fruits secs vont être
déficient en un autre acide aminé, la lysine. Mais ça veut dire que si on les complète, si on les met ensemble, soit au cours du même repas, soit dans la journée, on n'a aucun souci, on arrive à avoir une synthèse protéique optimale. Et c'est comme ça que la majorité des gens dans le monde ne mangent pas de viande, forcément, et ils arrivent à être en bonne santé. Donc les bonnes associations, c'est cette complémentation entre végétaux au cours d'un même repas ou dans les 24 heures. Et on peut conseiller 2 tiers de céréales et puis 1 tiers de légumes secs. C'est ce qui se passe dans les menus, la cuisine du monde. Le couscous, vous avez les pois chiches et la semoule de blé. La tortilla ou le chili, vous avez des haricots rouges et du riz et même du maïs. Voilà, donc les plats du monde savaient ça. Et puis complémenter avec des produits animaux en plus faible quantité, œufs, fromage, yaourt, et puis ou alors un apport modéré de viande ou de poisson. Alors est-ce que tout ça a vraiment un impact? Alors impact au niveau de la santé, oui, c'est certain. Moins de charcuterie et moins de viande, déjà c'est plutôt meilleur pour la santé. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les gros consommateurs de viande et de charcuterie ont plus de risques de développer des cancers, et plus de légumes secs, des super aliments avec des fibres, des vitamines, des minéraux, des glucides complexes. Donc une meilleure santé, ça c'est sûr. Et l'impact au niveau du climat, ça c'est une étude qui a essayé de regarder quels étaient des gestes individuels et quels étaient pour diminuer le climat et quels étaient les impacts. Donc au niveau de la mobilité, c'était les mesures bleues, du vélo pour les trajets courts, du covoiturage, ne plus prendre l'avion, en vert les biens et services, et puis en jaune des gestes concernant l'alimentation avec le manger local et le régime végétarien. Et en gros, c'est ce qui a le plus d'impact, l'adoption d'un régime végétarien est le geste individuel le plus efficace pour le climat. Et c'est ce qu'a essayé de montrer le lundi vert, qui est une opération où on essaie de ne pas manger de viande ou de poisson le lundi. Et donc, ils ont calculé que ça permettait d'économiser 100 kg de CO2 par personne par an. Et si tous les Français adoptaient cette mesure, ça permettrait d'enlever c'est l'équivalent des émissions du trafic aérien intérieur en France, que c'est 3 fois plus efficace que la réduction de la vitesse de 130 à 110 km/h. Et donc on peut retenir cette phrase toujours de Bruno Parmentier: un végétarien en 4x4 pollue moins qu'un cycliste carnivore. Voilà, ça remet bien les choses en place entre l'alimentation et la mobilité. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Parce que le but, WeChange, on veut vraiment donner les clés pour faciliter la transition au quotidien. Et donc, voilà, ça va être de redécouvrir un peu ces légumes secs assez peu connus en France. On n'a pas forcément une culture du légume sec. Et quand on consomme des légumes secs, on consomme souvent avec de la viande. Et puis redécouvrir aussi ces céréales. Alors, redécouvrir les légumes secs. Vous avez une diversité de ces légumes secs impressionnante au niveau mondial. En France, on connaît beaucoup le haricot rouge, le haricot blanc, la lentille, verte ou corail ou blonde, le pois cassé, le pois chiche, mais il y en a largement, il y en a plein d'autres, avec des belles couleurs, des belles formes, voilà. Redécouvrir aussi les céréales, puisqu'on connaît évidemment blé, maïs et riz, mais il y a plein d'autres céréales, comme le quinoa, le millet, le sarrasin, l'orge, l'épeautre. Voilà, donc et ensuite, comment les préparer? Alors déjà, les légumes secs, une bonne façon aussi de commencer, c'est de les prendre en conserve, puisque c'est des produits qui sont plutôt longs à préparer. C'est un super gain de temps de prendre des pois chiches ou des haricots rouges en conserve, surtout que ça, ces légumes secs demandent beaucoup de temps de cuisson. Pour les lentilles, voilà, c'est plus rapide, donc on n'est pas forcé, on peut les consommer en sec, et c'est
pour commencer à préparer des légumes secs, on peut commencer avec la lentille. Alors, donc, pour préparer les légumes secs, il faut les tremper la veille ou 1 heure avant cuisson pour les lentilles, pour augmenter la digestibilité. Et donc, vous allez pouvoir, du coup, ça va enlever tout ce qui va entraîner de la fermentabilité et donc les flatulences. Ça va aussi augmenter la biodisponibilité des autres nutriments. Donc vous les mettez dans de l'eau froide non salée, ensuite vous jetez l'eau, et puis à la cuisson, vous mettez dans une casserole, vous recouvrez d'eau froide, vous laissez 1 cm au-dessus des grains, vous ajoutez votre base aromatique, votre herbe, vos bouillons. Il y a des plantes qui permettent de diminuer le temps de cuisson et d'augmenter la digestibilité. Le laurier, la sarriette, toutes les plantes carminatives, le fenouil, le cumin, le carvi, voilà. L'algue kombu aussi, quand on met un petit morceau d'algue dans la casserole, ça permet de diminuer le temps de cuisson. Pareil pour le bicarbonate. Vous portez à ébullition. Il y a un peu d'écume qui se forme, vous l'enlevez. Et ensuite, vous cuisez à feu minimum. Vous mettez un petit couvercle légèrement à découvert. Et important, vous salez seulement à la fin de la cuisson, puisque sinon les échanges se font pas forcément et ça va moins bien cuire. Petit conseil aussi pour garder le goût, pour avoir un meilleur goût, l'assaisonnement se fait mieux à chaud. Donc soit quand vous consommez votre produit chaud, vous le laissez comme ça, mais même quand on consomme le légume sec en salade, vous pouvez très bien l'assaisonner à chaud, même une vinaigrette, et après vous le laissez refroidir. Les légumes secs prendront plus les arômes. Et puis ensuite, ça se conserve au frigo largement bien. Donc petit conseil, parce que du coup c'est sûr que c'est pas des produits où on se dit tiens hop je vais manger des haricots verts, des haricots blancs, ça va pas être pris en 3 minutes. Le dimanche soir, vous pouvez faire tremper 200 g de légumes secs, n'importe lesquels, et ça vous servira dans la semaine. Et c'est pas grave si vous les cuisez pas dès le lendemain, vous allez voir qu'ils vont pouvoir germer. On va voir les bénéfices. Mais donc vous enlevez l'eau et vous les laissez dans la passoire ou dans un Tupperware, et puis après, ils vont pouvoir germer. Alors là, vous avez mis quelques temps de cuisson, des temps de trempage, et puis des temps de cuisson, ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie pour les pois chiches. Alors ensuite, pour aller plus loin, on parle juste brièvement de la germination. Tous ces légumes secs sont des graines qui sont en dormance. Le fait de les tremper, ça va activer le processus du réveil et ça va entraîner une germination. Et ça entraîne plein de bénéfices nutritionnels, des nutriments décuplés et puis une digestion améliorée. Donc si vous voulez tester, alors déjà si vous oubliez vos légumes secs sans les faire cuire, ils vont germer et c'est très bien. Si vous voulez tester, vous pouvez commencer avec la lentille, c'est le plus facile. Vous les laissez tremper et puis après vous faites 2-3 jours de germination où vous les recouvrez pour l'ombre et puis vous les rincez 1 à 2 fois par jour. Et puis après 2 à 3 jours de pousse, là vous les laissez à la lumière, vous les rincez 2 fois par jour. Et ensuite, ça peut être consommé comme ça, dès que le germe pointe. Et puis vous pouvez les parsemer dans les salades. Voilà. Et sinon, vous pouvez les cuire et ça diminue le temps de cuisson et vous pouvez les laisser al dente. Et donc ça renforce en fait toutes les transformations qui ont été commencées lors du pré-trempage. Ça augmente les teneurs en minéraux, le pouvoir oxydant. Voilà. Et ensuite, alors si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez aussi faire de la fermentation. Vous faites une espèce de pâte de légumes secs que vous pouvez laisser fermenter. Et là, vous avez aussi beaucoup d'avantages. Vous avez non seulement les bactéries amies et puis les prébiotiques qui nourrissent les bactéries. Vous pouvez faire des sauces, béchamel et mayo avec des jus de légumes secs. Et puis, vous pouvez les utiliser aussi en dessert. Le brownies de haricots rouges est souvent cité en exemple, où vous remplacez la farine par les haricots rouges mis en purée.
Alors, quoi faire avec des légumes secs? Souvent, on se retrouve, voilà, je ne sais pas trop comment cuisiner, ou alors quand on a l'habitude de les consommer avec de la protéine animale, que faire pour essayer de manger végétarien? Donc là, c'est des petites idées qu'on a envoyées aux parents pour essayer de faciliter le défi des enfants, qui est de manger plus de légumes secs. Donc là, en gros, les grosses idées, c'est essayer les tartinades. On connaît le houmous, mais on peut faire des tartinades avec n'importe quel légumes secs écrasés. Et puis, on peut très bien se faire un dîner avec salade et puis tartinade sur un bon pain au levain. Ça fait un repas complet. Pour les enfants, les soupes de lentilles corail, par exemple, les soupes ou purée de pois cassés, ça marche bien. Le chili sin carne, le dal de lentilles, qui est un plat, on cuit les lentilles dans une sauce et on les mélange avec du riz et ça fait un repas complet. Et puis les galettes de lentilles, où vous pouvez faire n'importe quelle galette avec n'importe quel reste de légumes secs. Vous les complétez avec un peu de légumes de saison et puis une base aromatique. Et puis vous les cuisez comme ça. Et puis vous pouvez les intégrer à des plats sucrés aussi. Alors, on a vu comment on préparait les légumes secs. Les céréales aussi. Si vous utilisez des petites céréales, là c'était un petit protocole de cuisson pour préserver encore plus les qualités et une cuisson douce plutôt que de les jeter dans l'eau bouillante. Voilà. Et sinon, les grandes céréales complètes en grains, c'est un peu comme les légumes secs. Il faut les faire tremper avant cuisson pour améliorer la digestibilité. Donc, vous pouvez les tremper la veille ou 2 heures avant cuisson, vous les égouttez et puis après vous les cuisez dans l'eau à partir d'eau froide. Une fois que l'eau a bouilli, vous les couvrez et vous les laissez comme ça sur le feu de 20 à 30 minutes en fonction de la céréale. Et donc et là aussi, le dimanche soir, vous pouvez très bien vous faites tremper 200 g de légumes secs et puis 200 g de céréales et vous avez vos céréales et légumes secs prêts pour votre semaine que vous cuisez quand vous voulez. Et dans les magasins bio aussi, puisqu'ils essayent de faciliter aussi cette consommation de céréales plus complète, vous avez des mélanges qui sont avec des céréales déjà trempées, concassées et pré-cuites, ce qui permet du coup de retrouver un peu la praticité des pâtes 3 minutes par exemple, ou même qui sont déjà mélangées avec des légumineuses et même épicées. Voilà, des recettes qui peuvent être faites avec des gratins de céréales au fond et puis des légumes au-dessus. On a fait une petite vidéo sur cette recette. Des galettes aussi, soit de céréales, soit de légumes secs. Et là aussi, vous pouvez retrouver une vidéo sur notre chaîne YouTube et qui sont inspirées du manuel de cuisine alternative de Gilles Davot. On vous recommande aussi des sites, notamment le site menuvégétarien.com qui a toujours des très bonnes idées et puis qui change un peu du quotidien et qui donne un peu voilà, des idées pour consommer un peu plus végétarien avec des recettes qui sont pas très très longues. Le blog de Lémi. Voilà, donc des idées concrètes. Et alors, quoi retenir de cette vidéo? Voilà, devenons des éco-végétariens, c'est-à-dire des omnivores végétariens. C'est-à-dire qu'on garde une place majoritaire aux végétaux, et puis on conserve une place de choix, mais réduite, à des produits animaux de qualité. Puisqu'on en met moins, on peut mettre plus de prix. On diversifie ses sources de protéines animales, mais surtout végétales, avec les céréales et les légumes secs. Ça permet de soutenir des modes de production de qualité, et puis soutenir la production des légumineuses, puisque plus la demande augmentera, plus l'offre aussi augmentera. Et puis, toujours une démarche de transition pas à pas. On peut réduire petit à petit les portions. On peut enlever la viande les soirs, 1 à 1, si on en consomme. Et puis après, 1 midi, 2 midis, 3 midis, pour en créer l'habitude et puis habituer son corps. Et en conclusion, voilà, pas de diabolisation de la viande non plus. On mange de tout en petite quantité. Se poser des questions sur l'origine de nos aliments. Voilà, s'il y a des prix très bas, ça doit avoir une raison.
Retrouvons notre bon sens aussi. On nous a fait croire qu'on pouvait manger du saumon et du bœuf tous les jours, mais non, c'est pas possible. Et puis retrouvons une certaine sobriété, comme nos grands-parents qui mangeaient de la viande uniquement le dimanche, et une sobriété heureuse. Alors, vous avez ici quelques-unes de nos sources. N'hésitez pas à venir aller les consulter, soit des vidéos, soit des petites BD ou des livres. Et puis, on vous rappelle le défi qu'on a lancé aux enfants de nos écoles, qui est manger plus de légumes secs à la maison. Et donc, les enfants qui ont mangé la veille une recette avec des légumes secs, ils peuvent mettre un petit haricot dans un bocal. Et puis, c'était la classe qui avait le plus de légumes secs dans leur bocal qui gagnait. Et pour le défi des parents, on peut vous proposer 3 choix. Alors le choix 1, faire un petit bocal anti-stress avec des légumes secs et puis faire germer des légumes secs, comme ça, ça a des occasions d'exposition positive pour toute la famille. Choix 2, faire une nouvelle recette que vous pouvez trouver soit dans le menu végétarien, soit sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Et puis, choix 3, un peu plus exigeant, vous vous enregistrez au lundi vert sur le site. Voilà, en conférence, on partage un peu nos conseils. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou nous poser vos questions par mail. À bientôt!